Dans un hôpital comme Necker, qui s'appelle Necker Enfants Malades, comme dans tous les hôpitaux pédiatriques, évidemment la question de la mort et de la maladie est omniprésente et au cœur du travail de chacun. Voilà, ça ne va pas sans poser de problème, notamment pour les plus jeunes soignants qui sont parfois confrontés à des choses très difficiles à vivre pour eux. Je pense en particulier à nos internes. Heureusement, ils arrivent dans le service quand ils sont plutôt en fin d'internat, mais même en fin d'internat, les internes sont relativement jeunes encore. Et c'est un problème, ils doivent être vraiment très encadrés, très soutenus, très seniorisés pour affronter certaines situations plus que douloureuses dans les services de pédiatrie. Alors, à Necker, historiquement, c'est un lieu qui a son importance, puisque c'est ici que Ginette Rimbaud avait écrit avec Pierre Royer un livre qui a été très célèbre, qui est encore lu d'ailleurs, qui s'appelle L'enfant et la mort. Ginette Rimbaud était psychanalyste et travaillait dans le service de néphrologie infantile de Pierre Royer, c'est un des grands noms de l'hôpital Necker Enfants Malades, qui a introduit en France la greffe de rein chez les enfants. Et autour de ces pathologies rénales lourdes, il y a eu évidemment toute une série de réflexions, et ce travail notamment de Ginette Rimbaud sur la mort, qui est vraiment un livre tout à fait important. Bien entendu, quand on parle de maladies graves, il ne s'agit pas des maladies aiguës, bénignes, intercurrentes. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de développement d'enfant sans maladie. Hein. Des petites maladies qui font d'ailleurs du bien à tout le monde, parce que c'est l'occasion aux uns et aux autres de rejouer des liens précoces, de régresser un petit peu pour les enfants quand il a la grippe, quand il a une angine, de redevenir un petit bébé, d'éprouver l'amour qu'on lui porte, etc. Tout ça est développemental, normal et très bien. Mais là, bien sûr, je parle des maladies graves, soit des maladies mortelles, soit des maladies qui vont laisser des traces importantes ensuite dans le développement de l'enfant et dans son avenir, pour son avenir. Et une des choses sur lesquelles Ginette Rimbaud insistait beaucoup, c'est que quand les enfants emploient le mot mort, c'est pas parce qu'on emploie le même mot qu'on se comprend, hein, c'est d'ailleurs un des problèmes du langage, ça. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière chaque mot. Et quand un enfant emploie le mot mort, il ne faut pas vite imaginer que voilà, le dialogue est en place. Il faut, la première chose, c'est qu'est-ce que toi tu mets dans ce mot de mort. Sinon, on ne va pas arriver à se comprendre. Et les adultes et les enfants ne mettent pas la même chose dans des mots comme cela. Il y a sans doute une évolution cognitive et affective du concept de mort chez les enfants. Sur le plan cognitif, on sait qu'aujourd'hui, les choses s'acquièrent progressivement, parfois très vite, plus vite sans doute chez les enfants qui sont malades ou qui ont côtoyé la mort d'un de leurs proches. Il y a plusieurs concepts qui vont se mettre en place. La mort, c'est irréversible. Au début, l'enfant ne perçoit pas la mort comme irréversible. C'est pour toujours, c'est plus jamais. La mort, c'est pour tout le monde. Mais pour tout le monde, ça ne veut pas encore dire forcément pour soi. Il y a des gens qui vont avoir du mal toute leur vie à imaginer. Tout le monde sait bien que tout le monde meurt, mais est-ce qu'on le sait vraiment pour soi-même? Est-ce qu'on l'intègre vraiment pour soi-même? Et puis il y a l'université, il y a le pour soi. Donc ce sont des étapes là, dans la construction cognitive du concept de mort, l'irréversibilité, l'universalité pour tout le monde, mais aussi le pour soi. Et le concept de mort, intellectuellement, doit aussi inclure le fait que l'au-delà de la mort est fondamentalement inconnu. Il y a une relation d'inconnu absolue avec l'au-delà de la mort. Alors chacun d'entre nous, on peut essayer d'atténuer cette souffrance de l'inconnu par nos systèmes théologiques, religieux, philosophiques, etc. Mais en réalité, au-delà de la mort, on ne sait pas ce qu'il y a peut-être quelque chose, il n'y a peut-être rien, ce sont des paris. Voilà, donc le concept mature de mort, c'est pas tout de suite. Hein, c'est savoir que la mort est irréversible, qu'elle touche tout le monde, qu'elle nous touche nous-mêmes, et qu'une fois qu'on est mort, qu'au-delà de la mort, du moment de la mort, on ne sait pas ce qu'il y a. Il faut du temps pour qu'un enfant intègre tout ça. Et quand un enfant de 5 ans ou de 6 ans parle de la mort, on a besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y met déjà du point de vue intellectuel. Et puis l'autre versant, c'est l'évolution affective, émotionnelle du concept de mort. Là, c'est moins bien connu, à vrai dire. C'est difficile d'ailleurs de savoir s'il y a vraiment une maturation affective du concept de mort, parce que on peut être très âgé et avoir des angoisses très importantes aussi à propos de la mort.
comme des personnes plus jeunes. Ce qui est probable, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la mort est irreprésentable sur le plan affectif. La mort, là, on ne peut pas se représenter la mort, on se représente les alentours de la mort, les rites funéraires, la tristesse des uns, des autres, voilà. Mais la mort en tant que telle est un irreprésentable humain fondamental. Il y a un très beau livre de Pascal Quignard qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle à peu près ces deux images qui nous manqueront à jamais et qui montrent que la vie psychique d'un sujet humain, se déploie et s'organise entre deux images qui nous manqueront toujours, l'image de notre conception, par la scène primitive, parce qu'on n'y est pas encore, et l'image de notre mort, parce que dès qu'on est mort, on n'y est plus. Voilà. Et la vie psychique va se déployer affectivement, émotionnellement, entre ces deux images manquantes, mais sans doute très organisatrices par leur manque, justement. Alors après, on peut disserter sur l'évolution affective de la mort, c'est difficile à savoir. Il est probable que pour les tout petits enfants, toute absence d'un personnage important, la mère ou celui qui est une disparition, peut-être aussi gravement vécue que la mort. D'ailleurs, en français, mourir, c'est disparaître. Donc l'absence de la mère peut être vécue sans doute aussi gravement que la mort, même si elle n'est pas morte. Et puis ensuite, Bion nous a appris qu'entre cette impossibilité de se représenter la mort et puis pouvoir se représenter l'absence, entre les deux, ce qui est très difficile aussi, il y a le fait que les bébés, les très jeunes bébés, quand l'autre est absent, le représente, ne peuvent pas se représenter l'absence, mais le vivent comme une présence hostile. C'est-à-dire que si ma mère n'est pas là, je ne peux pas me représenter à 6 mois, à 8 mois ou à 1 an qu'elle n'est pas là, mais je me dis qu'elle est là, mais qu'elle ne veut pas s'occuper de moi, ce qui est évidemment très douloureux aussi. Voilà, donc disparition brutale, présence hostile, penser l'absence, mais tout ça, c'est un gradient, un continuum vers l'idée de la mort. Quand les enfants meurent, quand les enfants sont atteints de maladies graves, on a à s'occuper d'eux et à voir où ils en sont effectivement de toutes ces représentations, de ces ébauches de représentations. Et là, encore une fois, le travail de Ginette Rimbaud est absolument fondamental. Mais on a aussi à s'occuper des équipes et on a aussi à s'occuper des parents. Et la maladie des parents est toujours vécue par eux comme la maladie des enfants, la maladie grave des enfants, est toujours vécue par les parents comme une attaque, une mise en question de leur fonction parentale, de leur fonction de sécurité, de leur fonction... Voilà. C'est une blessure narcissique, bien sûr, pour les parents. Et c'est une blessure aussi pour les parents d'avoir besoin qu'un tiers s'immisce, parfois de manière durable, entre eux et leur enfant, c'est-à-dire l'équipe pédiatrique. Et on a vraiment à prendre en compte cette rivalité quasi inévitable entre les parents et l'équipe pédiatrique au sens large, médecins et autres. On a à prendre en compte cette rivalité autour de l'enfant. Encore une fois, pour des parents, c'est très difficile d'admettre que leur enfant ne peut pas seulement vivre grâce à eux, mais qu'on a besoin, et dans la durée, de soins qu'ils ne peuvent pas donner eux-mêmes. Voilà, donc au triangle oedipien, on pourrait dire père, mère, enfant, va se surajouter un autre triangle conflictuel aussi, ou potentiellement conflictuel aussi, qui est l'enfant, les parents, la famille et l'équipe pédiatrique. Il faut savoir que dans les dernières statistiques en France, en tout cas, après une maladie grave d'un enfant ou la mort d'un enfant, un couple sur deux divorce et ne résiste pas à cette expérience existentielle terrible. Parfois, ça peut rapprocher des gens, mais une fois sur deux, en tout cas, les parents se séparent. Et on ne peut pas tout dire en quelques minutes. Dans cette question des maladies graves, il y a 2 points qui me frappent beaucoup. Il y a d'une part le fait que même si un enfant ne meurt pas, c'est pas aussi simple, malgré tout. Je pense là aux travaux de Daniel Brun, qui avait écrit un livre, L'enfant donné pour mort. C'est un livre assez ancien, mais il a été republié récemment et retravaillé. Quand un enfant est donné pour mort, ou presque, ou en tout cas quand on décrète pour lui un diagnostic très grave, même si l'enfant survit,
les choses ne sont pas si simples, ni pour lui, ni pour les parents. L'enfant imaginaire a été altéré probablement définitivement. Il y a un deuil à faire de l'enfant imaginaire. L'enfant qui a été malade, même s'il survit, ne sera plus jamais l'enfant des rêves, des espoirs et d'autrefois. Voilà, il y a quelque chose de l'enfant idéal qui est profondément atteint. Et tout le monde a à se retrouver autour d'un nouvel équilibre. L'enfant lui-même, parce que son corps a peut-être été modifié, transformé par les traitements, les chirurgies, les médicaments. Pour les parents, parce que si c'est toujours le même enfant dans la réalité, c'est plus tout à fait le même enfant dans le psychisme et les fantasmes. Et la poursuite de la vie ensemble est narcissiquement très altérée quand même. Hein. Bien sûr, c'est formidable si l'enfant survit, mais il faut savoir que ça n'est pas aussi simple que cela. Et puis, la deuxième chose qui me frappe, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, c'est que du côté des enfants, on voit des enfants très jeunes, déjà finalement très matures du point de vue de toutes ces représentations, et qui, dans leurs difficultés, leurs maladies, leurs souffrances, prennent un soin incroyable des parents. On a comme une espèce de renversement. Bien sûr, les parents sont là pour veiller à l'enfant, mais l'enfant malade prend parfois terriblement soin de ses parents. Alors, bon, on connaît tous des histoires où chacun a eu le sentiment que l'enfant a attendu que ses parents soient prêts pour mourir. C'est peut-être une façon de dire les choses qui est un petit peu trop intentionnelle ou délibérée, mais il y a quand même quelque chose de ça. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut parler à l'enfant de lui-même et de sa maladie, mais, et Geneviève Rimbaud a ouvert des pistes encore une fois très importantes là-dessus, il faut aussi savoir parler à l'enfant de sa fonction à lui par rapport aux adultes, par rapport aux parents, par rapport aux équipes. Et il y a là des moments d'échange qui peuvent être extrêmement émouvants, éprouvants et parfois trop difficiles pour nos collègues juniors. Voilà ce que j'avais envie de dire.